à l'Université Columbia. C'était un avocat international. Aujourd'hui, c'est un brillant greffier, plein d'avenir, et nous lui laissons la parole. Alors, juste avant de lui laisser la parole, je rappelle que si vous avez des questions à lui poser, vous avez en bas de votre écran un petit icône qui s'appelle questions-réponses, en abrégé Q&R. Donc, vous posez les questions à l'aide de ce petit icône. Voilà, Olivier, c'est à toi. On t'écoute avec impatience. Je rappelle que le thème de la conférence est « Droit des entreprises en difficulté », que tu as sous-titré « Point sur la réglementation en vigueur pour combattre les fantasmes ». Donc, tu vas nous dire de quel fantasme il s'agit, j'imagine. À toi, Olivier. Merci, Michel. Bonsoir à tous. En fait, l'idée de cette conférence, elle est née d'une conversation avec Michel portant sur ce qui se passe en France sur le front des difficultés des entreprises depuis que le pays et le monde entier est frappé par la pandémie que nous connaissons. Et à l'occasion de cette pandémie, j'ai eu l'occasion de me rendre compte qu'il y avait une grande ignorance par la plupart des gens des mécanismes qui sous-tendent les difficultés des entreprises et de la manière dont ces difficultés sont traitées en droit français. Ce qui m'a frappé notamment en 2020, maintenant les gens se sont habitués aux chiffres, c'est qu'il y avait un rapport quasiment, une foi quasiment religieuse en l'apocalypse, c'est-à-dire que, alors, suivant qu'on aimait plus la montagne ou la mer, on parlait de déferlante, de défaillance annoncée, d'avalanche, de tsunami, etc. Chacun y allait de son terme de plus en plus excessif. Et je parlerai tout à l'heure rapidement de mon métier pour commencer. Dans un tribunal de commerce, on est en première ligne, on est branché sur les difficultés des entreprises. Et assez rapidement, nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas du tout une déferlante qui se produisait, mais que c'était au contraire un assèchement et que plutôt que d'avoir un grand nombre d'entreprises en difficulté, nous en avions de moins en moins. Et j'avais beau répéter ça à l'occasion de dîner, ou plutôt de déjeuner en ville, pandémie oblige, à mes interlocuteurs, eh bien, je voyais qu'il y avait un côté quasiment religieux, c'est-à-dire qu'ils ne me croyaient pas. Quand je leur disais « mais non, mais il n'y en a pas aujourd'hui », eh bien, ils me regardaient perplexes en me disant « c'est pas possible ». Et il y a forcément aujourd'hui plein de gens dans une grande difficulté. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a toujours une vision par le public très punitive du droit des entreprises en difficulté. Un exemple emblématique a été une des premières interventions du président de la République sur le sujet, où il a dit que tout serait fait pour éviter la faillite des entreprises. Ce faisant, il révélait que, en tout cas, ou que ses conseillers qui lui avaient écrit son discours révélaient une grande inculture, c'est-à-dire que le terme de faillite n'est plus utilisé, ou quasiment plus utilisé en droit français depuis des décennies. Ça ne concerne aujourd'hui plus qu'une infraction, un type de sanction pour les dirigeants, mais ce terme n'existe plus. Et depuis, en gros, 1985 et les lois dites Badinter, eh bien, la philosophie du droit des entreprises en difficulté en France n'est plus de punir l'entrepreneur qui se trouve dans des difficultés. On n'est plus du tout au temps de la contrainte par corps où l'entrepreneur qui ne pouvait pas payer ses dettes finissait en prison. Nous sommes aujourd'hui dans des textes dont la philosophie est d'essayer de préserver l'activité, les emplois, tout en payant autant que faire se peut les créanciers. Et donc, nous sommes dans un environnement qui est là beaucoup plus pour aider l'entreprise en difficulté que pour punir qui que ce soit. Alors, quelques mots sur les tribunaux de commerce et sur mon métier, parce que le métier de greffier de tribunal de commerce est en réalité très méconnu. Il faut dire que nous sommes
moins de 250 en France. Nous sommes, contrairement à ce que la plupart des gens croient, non pas des fonctionnaires ou des salariés, mais une profession libérale, officier public et ministériel, comme un notaire, hein, un greffier de tribunal de commerce a acquis un office, une charge, et il a un statut de profession libérale. Ce greffier, il est le garant du respect de la procédure dans les affaires judiciaires et également de la qualité des informations qui sont publiées sur les registres de publicité légale, dont le plus connu est le registre du commerce et des sociétés. La plupart d'entre vous, je pense, connaissent ce registre, qui est tenu par les greffes des tribunaux de commerce. Alors, quelles sont les activités d'un greffier de tribunal de commerce? Il y en a deux. La tenue des registres de publicité légale, je viens d'en parler. Et puis, en sa qualité de greffier, il est membre du tribunal. Un tribunal, c'est au moins 3 juges et un greffier. 3 juges seuls ne composent pas un tribunal, ne peuvent pas valablement siéger. Un greffier tout seul ne peut rien décider. Mais au moins 3 juges plus un greffier, ça compose en droit français un tribunal qui peut entendre des affaires et prendre des décisions. Le tribunal de commerce, il est compétent pour connaître du contentieux commercial, donc des litiges entre commerçants ou entreprises commerciales, et également pour connaître des procédures collectives, c'est-à-dire des difficultés des entreprises. Les procédures collectives sont les procédures qui s'appliquent aux entreprises qui n'ont plus assez d'argent pour payer tous leurs créanciers. Donc, il connaît des procédures collectives des commerçants, des artisans et aussi des sociétés commerciales et artisanales. Les juges, quelques mots aussi, certains d'entre eux, peut-être que parmi les auditeurs d'ailleurs, il y a des juges de tribunal de commerce. Pourquoi? Parce que beaucoup de Rotariens sont issus du monde de l'entreprise et que les juges des tribunaux de commerce sont des juges bénévoles, élus et issus du monde de l'entreprise. Ils sont soit commerçants, soit représentants légaux d'entreprises commerciales, soit ils sont salariés, mais ils exercent des fonctions à responsabilité dans des entreprises commerciales. Alors, quelques mots sur, effectivement, 2020 et ce qui s'est passé, c'est-à-dire ce qui s'est passé qui allait à l'encontre de l'intuition générale, puisque toute la presse, la plupart des hommes politiques, beaucoup de présidents de tribunaux de commerce ont communiqué en 2020 sur l'avalanche de défaillances qui n'allait pas manquer de survenir. Alors, la première observation, c'est que nous avons, depuis mars 2020, une économie qui est mise sous cloche, ce qui va expliquer le paradoxe. Et elle est mise sous cloche au prix de quelque chose de très particulier, qui est un creusement exceptionnel des déficits publics. Je lisais hier, en préparant la conférence, que pour l'année 2020, c'est un creusement de 200 milliards d'euros des déficits publics. Vous verrez, on mettra tout à l'heure ce chiffre en rapport avec un autre chiffre que je vous donnerai. Un autre élément, c'est que le PIB de la France a reculé de 9,2%, ce qui est quelque chose, une récession d'une ampleur, là encore, inédite depuis de nombreuses décennies. Et par conséquent, il nous est tellement répété à longueur d'année que ce qui fait la santé de l'économie, c'est la croissance, puisque nous vivons une récession sans précédent, eh bien, la conséquence attendue par tout le monde, c'était une augmentation sans précédent du nombre des défaillances d'entreprises. Que s'est-il passé? Exactement l'inverse. C'est-à-dire que si l'on prend les chiffres 2020, eh bien, on enregistre un nombre de défaillances d'entreprises en France en baisse de près de 40%, 38% par rapport à 2019. Et pour information, 2019 était déjà une année historiquement assez basse.
Et donc, nous avions un étalon 2019 qui était relativement bas. Nous avons fait 40% de moins, c'est-à-dire, pour donner les chiffres précis, 32 184 défaillances en 2020, contre, je donne le chiffre moyen de la décennie précédente, 55 000. Alors, quelle est la typologie de ces défaillances? Et là, on rentre dans le quotidien aussi de ce que voit un greffier de tribunal de commerce ou un tribunal de commerce à l'occasion des audiences de procédure collective. 90% des dossiers concernent des entreprises de moins de 10 salariés. Donc, l'essentiel des procédures connues, en particulier, Michel a indiqué que j'officiais à Saint-Malo et à Alençon, qui sont deux tribunaux de commerce de taille moyenne. Saint-Malo est un peu plus important qu'Alençon, mais ce sont des tribunaux de taille moyenne. Dans ces tribunaux, eh bien, l'essentiel des dossiers qui sont traités concernent des entreprises qui ont souvent pas de salariés, 1, 2, 3 salariés. Alors, néanmoins, une autre des données intéressantes de ce qui s'est passé de cette année complètement extraordinaire de 2020, c'est que baisse de 40%, essentiellement des petites entreprises. Néanmoins, le nombre de défaillances d'entreprises de plus de 500 salariés, voilà, chose qui arrive de manière… Et depuis 5 ans que je suis greffier de tribunal de commerce, après avoir été avocat pendant 18 ans, eh bien, ni à Saint-Malo, ni à Alençon, je n'ai eu de procédure avec 500 salariés. Le plus gros dossier que j'ai eu à connaître ces 5 dernières années était un dossier qui comptait 180 salariés à l'ouverture de la procédure, une entreprise du pays malouin. Eh bien, le nombre de défaillances d'entreprises de plus de 500 salariés a augmenté et il a été multiplié par 2. Un salarié sur 2 impliqué dans ces défaillances travaille dans le retail. Et là, on en vient aux conséquences du confinement et de la fermeture de la plupart des commerces qui font du B2C, qui s'adressent au grand public. Donc, un salarié sur 2 impliqué dans les défaillances en France travaille dans le retail. Et puis, j'ai pris les 10 plus grosses défaillances en France en 2020. Eh bien, 9 sur 10 de ces défaillances sont dans le retail et 6 sur 10 de ces défaillances sont dans le retail textile, habillement. Et nous avons d'ailleurs indirectement dans le pays malouin nous avons une illustration de cela puisque vous avez suivi qu'une de ces grosses défaillances de l'année 2020, c'est celle de la Halle, qui, bien sûr, en période de crise, eh bien, il y a des défaillances, mais ces défaillances créent aussi des opportunités pour les concurrents. La Halle a été reprise par un groupe malouin qui est le groupe Beaumanoir. Alors, pour quelles raisons le nombre de défaillances a-t-il ainsi baissé? Et pour vous expliquer ça, il faut rentrer un peu dans des considérations techniques sur qu'est-ce qu'on appelle en France une entreprise défaillante. Une entreprise en France est considérée comme défaillante en cas de cessation des paiements. Le terme juridique, le terme consacré par les textes, c'est que lorsqu'une entreprise est en cessation des paiements, eh bien, elle doit déclarer cette cessation des paiements dans un délai très court à compter de sa survenance. Alors, l'ouverture d'une procédure peut être provoquée soit parce que cette cessation des paiements est consommée, je viens de le dire, soit parce qu'elle est anticipée et le chef d'entreprise n'est pas encore en cessation des paiements, mais il sait qu'il y va parce qu'il est confronté à des difficultés qu'il ne sait pas surmonter. Dans ces cas-là, il peut également solliciter l'ouverture d'une procédure un peu différente. Nous en parlerons tout à l'heure lorsqu'on parlera des différents outils. La particularité de
cette notion de cessation des paiements que c'est une notion, une pure notion de trésorerie. Elle n'est pas connectée directement au résultat. Elle est connectée à la trésorerie. Qu'est-ce que c'est que la cessation des paiements? C'est lorsque, nous dit la loi, l'actif disponible de l'entreprise ne permet pas de faire face au passif exigible. L'actif disponible, qu'est-ce que c'est? L'actif disponible, c'est la trésorerie. Et rien que la trésorerie. Le passif exigible, c'est ce que vous devez qui est échu, qui est exigible. Et donc, on peut imaginer, dans les confusions qu'on peut entendre parfois ici et là, c'est que les gens disent « Non, mais regarde, cette entreprise, elle a beaucoup d'actifs ou elle a beaucoup de passifs. » Le fait d'avoir beaucoup d'actifs, on peut être en cessation des paiements tout en ayant des actifs extrêmement valorisables, mais pas liquides immédiatement. Et si l'entreprise se trouve dans une impasse de trésorerie, quand bien même elle posséderait notamment des immobilisations d'une valeur importante, eh bien, elle va devoir passer par une procédure de redressement judiciaire qui, on en parlera tout à l'heure, lui laissera peut-être le temps de céder certains de ses actifs pour repartir de l'avant. De la même manière, on peut avoir beaucoup de passifs, on peut aussi perdre beaucoup d'argent sans être en cessation des paiements. Si vous avez, tant qu'il y a des sources de financement qui permettent de faire face, y compris à une rentabilité défaillante, eh bien, il n'y a pas cessation des paiements. Et vous avez des exemples d'ailleurs dans les sociétés issues des nouvelles technologies. Vous avez aujourd'hui certaines stars de la cote boursière internationale. Prenons par exemple l'entreprise Tesla, qui fabrique ces véhicules électriques que tout le monde connaît. À ma connaissance, l'entreprise Tesla n'a jamais gagné d'argent. Elle n'a jamais gagné d'argent, mais peu importe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une entreprise qui ne peine pas à lever des capitaux sur les marchés et donc à trouver des sources de financement qui lui permettent de financer son activité, son besoin en fonds de roulement. Et quand bien même elle perd de l'argent, je ne sais pas depuis combien de temps Tesla existe, mais disons peut-être une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années, eh bien, le fait qu'elle perde de l'argent depuis 20 ans ne fait pas d'elle une entreprise défaillante. On parle d'une pure notion de trésorerie et c'est la clé de compréhension de ce qu'on a observé, c'est-à-dire une économie en forte récession, mais néanmoins beaucoup moins de défaillances d'entreprises. Pourquoi? Parce que les mesures gouvernementales ont neutralisé la situation en deux temps. Dans un premier temps, au mois de mars, lorsque le premier confinement a été décidé, eh bien, les mesures gouvernementales d'appui, de financement, etc., n'étaient pas encore en place. Mais il y a eu un point technique, c'est-à-dire que une ordonnance a disposé une sorte de gel de la cessation des paiements. C'est-à-dire que si une entreprise était en cessation des paiements après le 12 mars, elle n'avait pas l'obligation de déclarer sa défaillance. C'était gelé. Première chose, ce gel a duré jusqu'à la fin de l'été, mais à partir de la fin de l'été, les mesures gouvernementales d'appui étaient intervenues. Le fonds de solidarité, qui a dans un premier temps donné 1 500 € à peu près tous les entrepreneurs ou les sociétés, etc., passé aujourd'hui dans des secteurs comme celui de la restauration, par exemple, à 10 000 € par mois. Première chose, le prêt garanti par l'État, le fameux PGE, qui a été massivement utilisé par les entreprises. Il y a un chiffre qui me paraît très parlant, c'est qu'entre février et septembre 2020, 94% des PGE ont été souscrits à ce moment-là. Et c'est une période pendant laquelle la mesure, les instituts qui mesurent la trésorerie des entreprises françaises, ils ont constaté, là encore de manière très paradoxale, alors que l'économie était en forte récession, que la trésorerie des entreprises françaises s'était accrue de 174 milliards d'euros. Chiffre que je trouve intéressant
à mettre en rapport avec les 200 milliards de déficit public dont je vous ai parlé tout à l'heure. D'autres mécanismes ont fait que la trésorerie des entreprises n'a pas été aussi durement impactée qu'elle aurait pu l'être par la crise. Il y a eu des exonérations ou reports des cotisations sociales de manière quasiment systématique. Vous demandez depuis mars 2020, vous demandez un report de vos cotisations sociales. En tout cas, moi, toutes les entreprises que je connais qui l'ont sollicité l'ont obtenu. C'est-à-dire qu'il y a une grande facilité. Et il y a eu parallèlement une trêve des assignations par les organismes de sécurité sociale. Il faut savoir que quand vous êtes dans un tribunal de commerce et que vous connaissez des procédures collectives, alors vous connaissez des procédures pour lesquelles un chef d'entreprise vient de lui-même déclarer sa cessation des paiements, mais vous avez aussi des procédures où l'entreprise est assignée par un créancier qui sollicite l'ouverture d'une procédure collective en disant « cette entreprise ne me paye pas, elle est manifestement en cessation des paiements ». Et un grand nombre de ces assignations sont le fait de l'URSSAF et des autres caisses de sécurité sociale qui interviennent dans certains secteurs d'activité particuliers. Eh bien, ces assignations ont totalement cessé. Je n'en ai pas connu une seule introduite depuis le mois de mars 2020. Enfin, il y a également le chômage partiel, donc les mécanismes qui ont permis, de manière beaucoup plus large que ça ne l'était auparavant, qui ont permis à la quasi-totalité des secteurs d'activité impactés par les confinements et la pandémie de recourir pour leurs salariés au chômage partiel. Ceux d'entre vous qui sont chefs d'entreprise l'ont peut-être fait au greffe du tribunal de commerce de Saint-Malo, notamment pendant le premier confinement où l'activité était extrêmement réduite. Eh bien, les personnels ont bénéficié du chômage partiel, ce qui, évidemment, en termes de trésorerie pour l'entreprise, a été tout à fait consolidant. Alors, passons au diagnostic des difficultés. Parce qu'il y a plusieurs types de difficultés. Il y a les difficultés ponctuelles ou conjoncturelles qui peuvent être traitées autrement qu'en venant au tribunal de commerce. On peut renégocier son passif bancaire, demander, j'en ai parlé, des reports de charges sociales et fiscales. Il y a le PGE dont j'ai parlé. Il y a aussi, lorsqu'on a une masse salariale qui est trop importante par rapport à l'activité ou par rapport à la rentabilité développée, la possibilité de licencier. Je prends souvent, depuis que la pandémie a été déclenchée, des images un peu médicales pour parler des difficultés des entreprises. Lorsqu'une entreprise est défaillante, elle est malade. Et vous savez, nous sommes tous des êtres humains, donc nous avons tous été confrontés à des maladies plus ou moins graves. Et lorsque vous avez un gros rhume, eh bien, il suffit souvent de prendre un cachet d'aspirine. Et ce serait ridicule, inadapté, dangereux de faire appel à de la chirurgie lourde pour traiter un gros rhume ou une grippe. Inversement, et j'y viendrai ensuite, si vous avez une maladie très grave et que vous la traitez à coups de cachet d'aspirine ou d'antibiotiques, cela va aussi être complètement inadapté et va accélérer les difficultés. Donc là, il est très important pour le chef d'entreprise d'être capable de faire un diagnostic lucide de ces difficultés, ce qui est extrêmement compliqué puisque, on le sait tous, rien n'est plus difficile que de se juger soi-même dans des tas de domaines, et pas seulement lorsqu'on est chef d'entreprise. Et donc, il aura besoin d'aide, et j'y viendrai tout à l'heure. Les difficultés qui doivent mener l'entreprise vers des procédures chirurgicales, entre guillemets, plus lourdes, elles ont des symptômes. Elles ont des symptômes
lorsque vous êtes chef d'entreprise et que vous commencez à devoir arbitrer entre vos créanciers en payant certains et plus d'autres, c'est sans doute qu'il y a un problème grave. Lorsque vous commencez à avoir des créanciers ou des organismes de sécurité sociale ou le Trésor qui prennent des inscriptions de privilèges faute d'avoir été payés depuis souvent longtemps, là encore, le symptôme est à prendre tout à fait au sérieux. Lorsque certains partenaires historiques, importants de l'entreprise, que ce soit des fournisseurs ou des clients, menacent de résilier leur contrat, c'est peut-être aussi qu'il y a le feu au lac. Et puis évidemment, j'ai dit que la défaillance de l'entreprise, la cessation des paiements était une pure notion de trésorerie. Le banquier joue lui aussi dans cette affaire un rôle important. Et lorsque votre banquier commence à ne plus vous suivre ou vous menace de dénoncer les concours bancaires, voilà encore un symptôme qu'il convient de prendre tout à fait au sérieux. Excusez-moi, je me retourne parce que j'ai un courant d'air froid dans le dos. Et donc, je me demande d'où il vient. Alors, quels sont les bons réflexes à l'apparition des symptômes? Comme je le disais tout à l'heure, il est très difficile pour un chef d'entreprise de prendre seul la mesure des choses parce qu'il est souvent le nez dans le guidon et lorsqu'il est confronté à des difficultés, et c'est un des moments où il est sans doute à la fois très très seul, très préoccupé et pas forcément en mesure de prendre la distance qu'exige une analyse lucide de la situation. Et donc, c'est important d'en parler avec un professionnel. Alors, il y a bien sûr les professionnels qui accompagnent de manière habituelle les chefs d'entreprise. Probablement que parmi nos auditeurs rotariens ce soir, il y a des experts comptables. Évidemment, en parler avec l'expert comptable, mais attention, beaucoup d'experts comptables n'ont pas une culture très développée en droit des entreprises en difficulté. En parler à son avocat, l'autre partenaire, mais là encore, c'est mieux d'en parler à un avocat spécialisé qui connaisse bien le domaine. Et puis, il y a ensuite les professionnels des procédures collectives. Les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, c'est leur métier, ils ne font que ça. Pourquoi pas, lorsque on est confronté à des symptômes de graves difficultés, eh bien, décrocher son téléphone et solliciter un rendez-vous avec ces professionnels. Idem avec le président du tribunal de commerce ou le juge ou du juge délégué à la prévention des difficultés des entreprises. Il y en a un, c'est obligatoire dans chaque tribunal. Ça ne coûte rien. C'est confidentiel. Les gens que vous allez rencontrer vont vous donner des conseils, mais c'est sans obligation d'achat. Mais simplement, vous allez avoir des éclairages extérieurs sur… vous allez avoir un regard distancié, un regard différent, et cela va être une aide précieuse à la décision et au choix de la procédure adaptée, au choix du traitement adapté des difficultés que vous rencontrez. Alors tout d'abord, j'ai parlé de prévention. Hein, la prévention des difficultés des entreprises est… elle s'est beaucoup développée. Tous ces mécanismes de prévention sont privilégiés aujourd'hui par les pouvoirs publics. En conclusion, j'y reviendrai parce que ça me paraît à la fois justifié et néanmoins, je pense qu'il faudrait nuancer la manière dont on privilégie, quoi qu'il arrive, la prévention. Mais j'y viendrai tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que les procédures de prévention? Vous avez le mandat ad hoc ou la conciliation, qui sont des procédures confidentielles qui peuvent intervenir avant la cessation des paiements ou pour la conciliation, alors que la cessation des paiements vient tout juste d'être constatée. Et cela permet, dans un cadre confidentiel, avec l'aide d'un mandataire ad hoc, qui est souvent un administrateur judiciaire ou un conciliateur, de négocier avec
lorsque c'est un problème de trésorerie qui se pose, avec les créanciers, qui sont les créanciers vis-à-vis desquels l'entreprise est dans l'incapacité de les régler. Depuis la pandémie, une des adaptations de la loi a été de permettre au président du tribunal, dans le cadre d'une procédure de conciliation, d'ordonner la suspension ciblée des poursuites par certains créanciers. Ce qui peut se révéler assez efficace puisque le mandat ad hoc ou la conciliation sont des procédures dans lesquelles les solutions relèvent de la négociation. Et donc, il n'y a pas la possibilité d'imposer aux créanciers. Eh bien là, ponctuellement, le président a la possibilité maintenant d'ordonner des suspensions ciblées des poursuites le temps de la conciliation. Une procédure a également été une procédure assez récente qui a été, vous voyez, depuis 5 ans que je suis greffier de tribunal de commerce, je ne l'ai observée qu'une seule fois, mais elle est intéressante. C'est l'hypothèse où vous avez des difficultés, mais vous avez quelqu'un qui est prêt à acheter votre entreprise. Et donc, vous êtes dans un contexte où la vente de l'entreprise pourrait être gênée par les difficultés. Et vous avez un mécanisme qui s'appelle prépaccession, qui permet de combiner conciliation et le temps de la conciliation est un temps utilisé pour geler la situation dans un contexte qui reste, dans un cadre qui reste confidentiel à ce stade et permettre, dès la sortie de la conciliation, une cession dans le cadre d'un redressement judiciaire, j'y viendrai plus tard, qui permet notamment pour le cessionnaire de faire supporter certains coûts de la restructuration nécessaire à la procédure et non pas par lui. J'ai dit que ces procédures étaient confidentielles. Quand vous travaillez avec des mandataires, des administrateurs, des juges chargés de la prévention, le président du tribunal de commerce, avec des professionnels qui, pour les administrateurs ou les mandataires, connaissent très bien les créanciers institutionnels et sont habitués à négocier avec eux, connaissent aussi bien les leviers de négociation qui existent. Et donc, c'est dommage lorsque l'on est confronté à des difficultés qui ne vous contraignent pas encore à la cessation des paiements, de se priver de ces possibilités-là. Alors, combien ça coûte ? Beaucoup d'entreprises sont un peu paralysées en se disant j'ai déjà des difficultés, je vais faire appel à un mandataire ad hoc, un administrateur judiciaire, et ça va me coûter une blinde. Bon. Alors, ça ne coûte pas rien. En région, je ne parle pas des tarifs parisiens qui sont différents. D'ailleurs, il y a eu un certain nombre d'articles de presse sur le sujet dernièrement. Mais en région, dans les régions que je pratique, en Bretagne ou en Normandie, un mandataire ad hoc travaille environ au taux de 250 € hors taxe de l'heure, avec un plafond qui est généralement fixé d'avance, c'est-à-dire que même s'il dépasse, il y a un plafond d'honoraires qui est prévu, et quand bien même les heures passées multipliées par le taux horaire dépasseraient ce plafond, on reste au plafond. Certaines régions, alors je ne sais pas si c'est le cas de la région Bretagne, mais c'est le cas de la région Normandie, certaines régions prennent en charge jusqu'à 50% des honoraires du mandataire ad hoc. C'est le cas de la région Normandie. Et j'en parlais ce matin encore avec un administrateur judiciaire d'Alençon et qui me disait que les budgets alloués par la région Normandie à la chose n'ont pas été épuisés et qu'aujourd'hui, les administrateurs judiciaires de la région Normandie sont sollicités par la région en leur disant « envoyez-nous des dossiers ». Je veux dire, on a des budgets, c'est ridicule qu'on ne les utilise pas. Donc, pratiquement, en tout cas en Normandie, si vous demandez la prise en charge de 50% des honoraires du mandataire ad hoc, vous l'obtiendrez. Si tout cela ne suffit pas, si on est dans un niveau de difficulté, un niveau de maladie qui exige de prendre des mesures drastiques, c'est-à-dire si la maladie qu'on a est une maladie qui exige de la chirurgie lourde, sinon l'entreprise va y passer. Il faut passer à ce qu'on appelle les procédures collectives
qui ont la particularité de ne plus être confidentielles. Elles sont publiques. Cela tétanise beaucoup de chefs d'entreprise à l'idée que leurs difficultés soient sur la place publique, peut-être pour des raisons de fierté personnelle, mais aussi pour des raisons, dans certains secteurs d'activité en particulier, assez compréhensibles de cela va impacter ma crédibilité sur vis-à-vis de mes fournisseurs, vis-à-vis de mes clients, et peut-être que ça va aggraver encore la spirale négative dans laquelle je suis. Ces procédures, c'est la sauvegarde. Vous n'êtes pas encore en situation de paiement, mais des difficultés insurmontables vous y mènent, vous le savez. Un des éléments intéressants, une des observations plutôt, une des données intéressantes depuis la pandémie, c'est que les PME de plus de 50 salariés, dans des tribunaux comme Saint-Malo ou Alençon, un dossier avec 50 salariés, c'est déjà un gros dossier. Eh bien, il y a eu un recours accru à la sauvegarde par les PME de plus de 50 salariés depuis le début de la pandémie. Et j'en reparlerai tout à l'heure, elles ont sans doute raison, puisque la sauvegarde est une excellente procédure à bien des égards. Le redressement judiciaire ressemble beaucoup à la sauvegarde, mais la cessation des paiements est exigée. Il faut qu'on soit en impasse de trésorerie. Les avantages, c'est quoi? C'est que ces procédures donnent du temps. Elles gèlent tout le passif antérieur à la procédure. Ce passif n'a pas le droit d'être payé, donc il est gelé. Et elles laissent 12 à 18 mois à l'entreprise pour travailler à son redressement et présenter un plan. Pendant ce délai, les contrats essentiels à la poursuite de l'activité seront poursuivis. L'administrateur judiciaire ou le mandataire peuvent exiger la poursuite de ces contrats. La trésorerie est souvent consolidée, notamment du fait d'un mécanisme qui est la prise en charge des salaires impayés avant la procédure par l'AGS, qui est une association chargée de la garantie des salaires et qui est garantie, in fine, par l'État. Et puis, dans le cadre de ces procédures, vous avez la possibilité de faire prendre en charge de manière disons par les pouvoirs publics, de manière beaucoup plus simple que lorsque vous n'y êtes pas, certains coûts de restructuration de votre entreprise. Au bout du compte, vous pouvez proposer un plan de redressement de votre activité en échelonnant sur 10 ans, sans intérêt, sauf pour le passif bancaire qui avait déjà un intérêt et qui va le conserver, un échelonnement de votre passif sur 10 ans en matière commerciale et artisanale, 15 ans en matière agricole, et depuis la pandémie, là encore, pour l'instant en tout cas, le dispositif reste en vigueur, ces durées ont été prorogées de 2 ans. Donc vous pouvez en ce moment proposer des plans sur 12 ans en matière commerciale et artisanale, 17 ans en matière agricole. Alors, pourquoi plutôt la sauvegarde que le redressement judiciaire ce qui milite pour le choix d'un redressement judiciaire, c'est que vous pouvez bénéficier de la prise en charge par des salaires impayés par l'AGS, qui d'ailleurs, c'est l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés. Je dis tout le temps AGS, et j'ai découvert en préparant la conférence finalement le nom complet. Et puis, vous avez aussi la possibilité, dans le cadre d'un redressement judiciaire, de éventuellement demander des nullités de la période suspecte. Qu'est-ce que c'est que la période suspecte? La période suspecte, c'est la période entre la date où la cessation des paiements est constatée et la date d'ouverture par le tribunal de la procédure. Pendant cette période de grande difficulté, puisque l'entreprise est en impasse de trésorerie, il arrive que certains créanciers, il arrive aussi parfois que certains dirigeants indélicats, voyant que le bateau prend l'eau, eh bien, impose à l'entreprise, pour continuer à travailler avec elle, par exemple, des conditions absolument inacceptables. Obtiennent, par exemple, la cession d'actifs à des prix préférentiels ou à des prix qui ne se justifient pas. Le mandataire judiciaire ou l'administrateur judiciaire a la possibilité, une fois la procédure ouverte, de demander la nullité des actes
accompli pendant la période suspecte et qui n'aurait pas de contrepartie qui soit justifiable. Pourquoi maintenant privilégier éventuellement la sauvegarde? D'abord parce que quand vous êtes en sauvegarde, votre entreprise n'est pas à vendre. Michel, est-ce que j'ai encore un peu de temps? Oui. Bon. Je rappelle, excuse-moi, je rappelle que si vous avez des questions, vous avez un icône en bas de l'écran, Q&R, questions et réponses, et c'est le moment de poser vos questions. Sinon, Olivier, tu peux poursuivre jusqu'à 22h s'il n'y a pas de questions. Alors, quelle heure est-il? Ah oui, non. Alors, je continue? Oui, continue. Oui. Alors, je dis que l'entreprise n'est pas à vendre. En redressement judiciaire, toute personne intéressée peut faire une proposition d'acquisition de l'entreprise. Et ces propositions d'acquisition seront en compétition avec le plan éventuellement proposé par le dirigeant lui-même. Lorsque vous êtes en sauvegarde, l'entreprise n'est pas à vendre. Ça n'est pas anecdotique. Je vais raconter une petite histoire qui m'est arrivée à Saint-Malo. Il y a quelques années à Saint-Malo, nous avons eu en redressement judiciaire un fonds de commerce situé intramuros à Saint-Malo et situé à un endroit, c'est voilà, quasiment le meilleur emplacement ou un des tout meilleurs dans le top 3 ou dans le top 5 des emplacements intramuros. Il se trouve que le chef d'entreprise était quelqu'un qui faisait bien tourner son entreprise, mais qui avait tenté une diversification avec une deuxième entreprise, diversification qui s'était très mal passée, ce qui, par contre-coup, avait entraîné la première entreprise, y compris dans des difficultés. Nous avons ouvert une sauvegarde dans un contexte où c'était un peu limite. Est-ce qu'on était en cessation des paiements, pas en cessation des paiements? Il y avait eu débat. Finalement, le tribunal a choisi d'ouvrir une procédure de sauvegarde. Et pourquoi je dis que ce n'est pas anecdotique que l'entreprise ne soit pas à vendre? Ce qui s'est passé très rapidement, c'est qu'un certain nombre de professionnels de l'immobilier ou de gens intervenant intramuros et intéressés par cet emplacement absolument remarquable, eh bien, sont venus au tribunal et ont dit, bon, on a appris que l'entreprise X est en difficulté, qu'elle est en procédure chez vous. Le passif, il est de combien? Je dis n'importe quoi. Le passif était, disons, de 700 000 euros. Ah, le passif est de 700 000 euros? Très bien, ben moi, je propose 800 000 euros. C'est-à-dire, je paye tout le passif. Et pourquoi est-ce qu'il proposait ça? Parce que le droit au bail à cet emplacement-là avait une valeur bien supérieure. Et c'est un moment où le chef d'entreprise se battait et se débattait pour essayer de sauver son activité qu'il a fini par sauver. Hein, et aujourd'hui, c'est une entreprise qui est sortie depuis plusieurs années de sa procédure de sauvegarde, qui a mis en place un plan, et plan qu'elle respecte à la lettre jusqu'à présent, en tout cas. Dans un contexte de redressement judiciaire, et alors que la procédure a pris un peu de temps, au bout des 12 mois réglementaires, on n'était pas encore prêt, il y a eu une petite prorogation, il y a eu des moments pendant la procédure où ça tanguait un peu en trésorerie, le temps de rétablir les choses. Eh bien, si on avait été en redressement judiciaire, le tribunal aurait pu être tenté de céder à un repreneur. Et donc, quand vous êtes dirigeant, le fait de privilégier la sauvegarde qui vous garantit qu'une sorte d'OPA, entre guillemets, sauvage ne va pas intervenir pendant que vous essayez de redresser votre entreprise, c'est précieux. L'autre avantage de la sauvegarde, c'est que c'est un fusil. J'utilise une image de chasse, pas forcément très adaptée, mais c'est un fusil à deux coups. Le redressement judiciaire est un fusil à un coup, en ce sens que la loi prévoit que le plan sur 10 ans que le dirigeant d'entreprise a présenté en redressement judiciaire, si à un moment donné, pendant les 10 ans, il n'est pas capable de respecter les échéances convenues, eh bien, le couperet prévu par la loi est direct et sans appel, et il n'y a pas d'alternative possible, c'est la liquidation. C'est l'arrêt de l'activité, la dispersion des actifs. Donc, le couperet, c'est la mort de l'entreprise. Lorsque vous avez fait une sauvegarde et que vous bénéficiez d'un plan de sauvegarde, si, par exemple, sur 10 ans, si au bout de quelques années,
vous vous retrouvez confronté à des difficultés importantes qui font que vous n'êtes pas en mesure de respecter votre plan de sauvegarde, eh bien, vous avez la possibilité de bénéficier d'un redressement judiciaire et de tenter un plan de redressement judiciaire. C'est en ce sens que je dis que c'est un fusil à deux coups, ce qui est précieux parce que redresser une entreprise en difficulté n'est pas une mince affaire. Ensuite, le dernier point important qui milite pour le choix de la sauvegarde par le chef d'entreprise, c'est que très souvent, les chefs d'entreprise, notamment les petits, les chefs des petites entreprises, eh bien, ne parviennent pas à se financer autrement qu'en donnant des cautions personnelles. Caution aux personnes physiques. Si certains auditeurs eh bien, sont chefs d'entreprise, ils ont sans doute été confrontés à cela, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'un financement pour développer leur activité et le banquier leur dit, bien entendu, mais je sais que par ailleurs, vous avez une belle maison, eh bien, je prends une caution. Le redressement judiciaire et la sauvegarde ne traitent pas le sujet de la même manière. Pendant la durée de la procédure, pendant les 12 mois de préparation du plan, les cautions ne peuvent pas être poursuivies. Mais une fois que vous avez arrêté un plan de redressement judiciaire sur 10 ans, les cautions ont le droit de reprendre les poursuites. Et vous vous retrouvez très souvent, ça je connais de ce type de procédure et à Saint-Malo et à Alençon, c'est très banal, vous vous retrouvez avec un chef d'entreprise qui s'est battu pour obtenir un plan, qui se bat maintenant pour respecter ce plan sur 7, 8, 9, 10 ans, mais qui parallèlement doit se battre à titre privé personnel pour sauver sa maison et son patrimoine parce qu'il est attaqué en qualité de caution. Le cas pour la sauvegarde, c'est très différent, puisque le plan de sauvegarde, qui a la même durée que le plan de redressement judiciaire, c'est 10 ans, 12 ans là en ce moment avec la pandémie, eh bien, ce plan de sauvegarde est opposable aux banquiers titulaires de caution, de garantie personnelle. Ce qui veut dire que j'obtiens un étalement sur 10 ans, j'ai un plan sur 10 ans, ce plan est opposable à mon banquier titulaire d'une caution. C'est-à-dire que tant que je respecte mon plan sur 10 ans, il ne peut pas me reprocher de ne pas avoir payé mon crédit. Et il ne peut pas me poursuivre. Donc c'est une différence très importante et très sensible. Lorsque vous faites un redressement judiciaire ou une sauvegarde, il y a deux manières d'en sortir. Le plan de continuation, j'en ai déjà parlé, étalement du passif jusqu'à 10 ou 12 ans, sans intérêt à l'exception du passif bancaire. Mais il y a aussi le cas où on va redresser l'entreprise par la cession. Alors, quand est-ce qu'on fait une cession plutôt qu'une continuation? D'abord, parfois, le dirigeant en a marre. Parfois, le dirigeant à l'âge de la retraite, ou le dirigeant n'en peut plus, il est lessivé et il veut passer la main. Première chose. Parfois, y compris même si le dirigeant souhaite continuer, le passif est tellement lourd au regard de la rentabilité de l'activité que, eh bien, on comprend que même en l'échelonnant sur 10 ans, la rentabilité ne permettrait pas de faire face à ce passif. Et donc, un plan de continuation ne serait pas viable. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a pas d'autre alternative que celle de la cession. Un autre aspect, et qui milite pour bien préparer ces procédures lorsqu'on doit y recourir et non pas y aller au dernier moment, comme font beaucoup de chefs d'entreprise malheureusement, c'est quand la trésorerie a été mal gérée en amont de la procédure. J'ai dit tout à l'heure que une des particularités de ces procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire, c'est qu'elles gèlent le passif antérieur. Vous avez donc tout intérêt, au moment de préparer l'entrée dans ce type de procédure, eh bien, en faisant des arbitrages, bien sûr, en ne faisant pas ça pour les partenaires stratégiques de l'entreprise, mais avec peut-être les organismes de sécurité sociale, la fiscalité, certains partenaires qui sont moins stratégiques, eh bien, faire en sorte de ne pas les payer pour entrer en procédure avec suffisamment de trésorerie pour tenir pendant les 12, voire les 18 mois, puisque la loi permet, sur requête du procureur de la République, d'éventuellement proroger de 6 mois au-delà des 12 mois une procédure, eh bien, il faut pendant ces 12 ou 18 mois avoir les moyens de payer les contrats qui sont poursuivis, les salaires. Si l'entreprise, à un moment donné, ne peut plus continuer parce qu'elle n'arrive pas à payer le courant, eh bien, elle s'arrêtera, ce sera la liquidation. Et donc, si vous voulez
vous ménagez le temps de la préparation de votre plan, eh bien, il faut que la trésorerie et les questions de trésorerie aient été bien gérées et préparées en amont de l'entrée dans la procédure. Le principe du plan de cession, qu'est-ce que c'est? C'est que le cessionnaire va un peu faire son marché. Il ne reprend pas le passif, sauf exception, lorsqu'il reprend des biens sur lesquels pèsent des garanties. Mais le principe, c'est qu'il ne reprend pas le passif et il reprend les actifs à la carte pour un prix forfaitaire. Il reprend les contrats qui l'intéressent à la carte et il fait également son choix dans le cadre de la reprise des salariés, tout en ne supportant pas le coût éventuel des licenciements. Et donc, ça peut, en tout cas, se révéler être des opportunités tout à fait intéressantes à la fois pour l'entreprise en difficulté, parce que pour le chef d'entreprise, même s'il perd son entreprise et qu'elle est cédée, il peut y avoir toutefois une sorte de satisfaction de voir que l'entreprise continue sous une autre forme, qu'une grande partie des emplois sont préservés. Et puis, bien sûr, pour des repreneurs potentiels, la reprise dans le cadre d'un plan de cession, elle est très favorable, plutôt que la reprise d'une entreprise en la rachetant complètement, puisque le fait de racheter une entreprise fait qu'on reprend la situation active, mais aussi la situation passive. Le plan de cession permet aux repreneurs de reprendre les actifs qui l'intéressent, le personnel qui l'intéresse, tout en ne reprenant que pas ou peu de passifs. Écoute, enfin, Olivier, oui, alors enfin, donc je te propose de conclure et oui. Après ta conclusion, j'aurai une question intéressante, peut-être deux. Parfait, j'ai quasiment terminé. Quand le redressement n'a pas marché, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'entreprise est liquidée. C'est quand le redressement est manifestement impossible. Depuis l'ouverture de la pandémie, 75% des défaillances sont constatées par des liquidations directes, avec arrêt de l'activité et vente des actifs. L'objectif du législateur, c'est de faire en sorte que ces procédures soient clôturées le plus vite possible pour permettre le rebond rapide de l'entrepreneur. Ma conclusion, c'est quoi? C'est qu'il faut absolument anticiper les difficultés. Une statistique constante depuis la pandémie, mais depuis des décennies, c'est que plus les difficultés sont prises tôt, plus la probabilité du redressement est forte. Et là, j'insiste, et c'est pour ça que je nuançais tout à l'heure tout ce que je racontais sur la prévention. C'est-à-dire que lorsque une entreprise a des difficultés lourdes, graves, qu'elle est malade, eh bien qu'elle est gravement malade, le temps de la prévention, le temps des procédures qui cherchent à gagner du temps, peut parfois faire perdre. Lorsque vous avez, je prends un exemple que j'ai connu moi-même, lorsque vous avez un cancer, eh bien, il y a une course contre le temps. Et plus tôt vous intervenez, avec, pas des antibiotiques, mais avec de la chirurgie, avec des traitements adaptés, plus vous aurez de chances de vous en tirer. C'est pareil pour une entreprise. Et donc, l'importance de la finesse du diagnostic pour, le cas échéant, aller, y compris au tribunal de commerce n'est pas synonyme de mort de l'entreprise. Les procédures que je vous ai présentées sont des procédures qui permettent, au contraire, à l'entreprise de sortir éventuellement par le haut de graves difficultés. Et donc, il ne faut pas avoir peur de pousser la porte des administrateurs, des mandataires et du tribunal de commerce lorsque vos difficultés sont tellement graves que vous ne pourrez, avec vos propres forces, les surmonter. Voilà, je vous remercie tous. C'est parfait, Olivier. Et il nous reste encore quelques minutes. Donc, j'ai une question qui est intéressante. C'est au moment, tu as parlé du gel des charges actuellement. Que va-t-il se passer au moment du dégel des charges? Oui, alors, écoute, ce dégel ne va pas intervenir en 2021. Le tsunami, entre guillemets, des défaillances n'est pas arrivé en 2020. Alors, bien sûr, j'espère d'ailleurs avoir raison. Je ne crois pas une seconde au fait qu'il intervienne en 2021. Les dispositifs, là, sont en place et ils sont en place encore pour quelques temps. Les derniers échos que j'ai pu obtenir, c'est d'ailleurs de manière pas très surprenante, compte tenu du fonctionnement institutionnel de notre pays,
il semblerait que les dispositifs d'appui massif vont être prorogés jusqu'à l'élection présidentielle. Bien. Bah oui. Et donc, c'est en tout cas aujourd'hui ce que j'entends le plus. On verra, mais ça me paraît tout à fait plausible. Donc, tant que ces dispositifs durent, il ne va rien se passer. Bien sûr, le PGE, j'ai souscrit, comme je le disais tout à l'heure moi-même, à Saint-Malo, le greffe du tribunal de commerce. Mon associé et moi, nous avons souscrit un PGE. Ce PGE, il a évidemment alourdi le bilan des entreprises. Et ce PGE, en l'état des choses, il est remboursable. Il est remboursable sur des durées relativement courtes, puisque ça doit se passer sur 5 ans. Donc, vous avez une possibilité de report, mais ensuite, vous devrez amortir sur des durées courtes ces PGE. Et effectivement, ce sera sans doute l'heure de vérité. Alors, que va-t-il se passer là, le PGE, qui normalement aurait dû commencer à être remboursé à partir du mois de juin, je fais simple, de cette année, eh bien, le dispositif permet maintenant un deuxième report, et donc il y a la possibilité de ne pas amortir pendant une deuxième année. J'en parlais la semaine dernière avec le banquier du greffe, puisqu'on parlait du choix que nous allions faire pour notre propre PGE, et qui m'a indiqué que la quasi-totalité des entreprises clientes de cette banque ont demandé le second report. Donc, pas grand monde n'amortit pour l'instant. Une dernière question, si tu veux bien, Olivier. Elle est de Brigitte de Dinan qui demande, c'est très intéressant, combien d'entreprises s'en sortent à la suite d'un plan de sauvegarde ou de redressement? Alors, je vais répondre à ça. Je finis sur le PGE. Ah, pardon, excuse-moi. Je finis sur le PGE. L'année prochaine, lorsqu'on va commencer à amortir, alors, je serais surpris, à mon avis, tu vois, Michel, j'anticipe qu'il y aura des dispositifs. Les durées d'amortissement vont être prolongées. Je serais surpris que toutes les entreprises soient lâchées dans la nature, entre guillemets, avec l'obligation d'amortir sur 3 ou 4 ans leur PGE. Mais on verra. Si c'est le cas, oui, on assistera sans doute à un accroissement, en tout cas par rapport à 2020 et 2021, qui auront été historiquement faibles, un accroissement des défaillances. Ensuite, pour répondre à Brigitte, c'est une très bonne question. Alors, les statistiques, elles sont cruelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des procédures de défaillance, ce sont des liquidations immédiates. Aussi pour la raison que la plupart des entreprises viennent très tard. Le chef d'entreprise vit souvent de manière très honteuse ces difficultés et il essaye tous les expédients possibles et imaginables avant de se résoudre à aller au tribunal de commerce, la mort dans l'âme, convaincu d'ailleurs que de toutes les manières, aller au tribunal de commerce, c'est mettre son entreprise dans un cercueil. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu ce merveilleux bouquin de Balzac qui est Grandeur et décadence de César Birotteau. Voilà, c'est un excellent Balzac qui parle de la faillite, parce qu'à l'époque on parlait de faillite, d'un chef d'entreprise, d'un commerçant parisien. C'est un excellent bouquin et il y avait à l'époque une culture très punitive et on continue à imaginer cela. Voilà. Alors, une fois, quand les entreprises sont en redressement judiciaire ou en sauvegarde, eh bien, alors, les statistiques sur la sauvegarde sont, en tout cas pour celles que je connais moi à Saint-Malo et à Alençon, plutôt excellentes. Alors, les sauvegardes, ça représente aujourd'hui très, très peu de choses. Ça représente 3% du total des procédures. Comme les entreprises arrivent tard au tribunal, elles sont déjà en cessation des paiements, elles ne peuvent pas bénéficier de la sauvegarde. Celles qui bénéficient de la sauvegarde sont celles qui, par définition, sont arrivées tôt. Et là, depuis 5 ans que je suis greffier, j'ai chaque année 2 ou 3 sauvegardes. Eh bien, dans mon souvenir, j'ai souvenir d'un échec et tous les autres sont des dossiers qui sont sortis par des plans. Et plans qui, à ma connaissance, aujourd'hui, sont tous tenus. Mais on parle d'une petite proportion parce que très, très peu de gens recourent à cette procédure. Pour les redressements judiciaires, eh bien, ma réponse, alors évidemment, ça va être une réponse de Normand. Ça dépend. Pourquoi ça dépend là, vraiment, partout en France, si on peut sauver une entreprise, on la sauve. Maintenant, ça dépend des conditions dans lesquelles on est rentré en redressement. Et parfois, le redressement n'est pas possible.
Et s'il n'est pas possible, alors les statistiques sur les entreprises en redressement, je ne les ai pas, c'est-à-dire je ne sais pas vous donner le chiffre précis de quel est le nombre de procédures de redressement judiciaire qui ne se terminent pas par un plan. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'à partir du moment où il y a un nombre significatif de salariés, dans des tribunaux comme Saint-Malo ou Alençon, j'allais dire, tout à l'heure, je parlais de 50 salariés, déjà une entreprise à plus de 30 salariés, c'est quelque chose qui va être traité de manière très... le tribunal va avoir beaucoup d'attention pour ces dossiers. À partir du moment où il y a des enjeux sociaux importants, il est rarissime que ça se termine par une liquidation sèche. Dans ces cas-là, ce sont des dossiers où tout le monde se met à pied d'œuvre pour trouver soit une solution de continuation quand la trésorerie de l'entreprise et la rentabilité de l'entreprise le permettent au regard du passif, soit une solution de cession qui préserve au moins une partie des effectifs salariés. Brigitte et Dinan, c'est ce que j'ai entendu, on a comme ça eu un dossier un peu emblématique sur les procédures publiques, donc je peux en parler, c'est pas particulièrement, c'est pas confidentiel. Il y a eu une société établie près de Dinan qui était une des très belles, qui est toujours une des très belles sociétés de la région de Dinan, qui sont les escaliers Flin. Les escaliers Flin ont fait l'objet d'une procédure d'endressement judiciaire. C'était pour le tribunal une procédure assez importante avec des enjeux sociaux importants. La sous-préfecture était à pied d'œuvre, le tribunal aussi. Il se trouve que le plan de continuation n'était malheureusement pas possible au regard du passif de l'entreprise et de sa rentabilité. Eh bien, un plan de cession a été mis en place. Il n'était pas évident à mettre en place, mais il a été mis en place avec l'appui des collectivités territoriales, avec bien sûr la bienveillance du tribunal, c'est-à-dire que si une solution peut être trouvée, eh bien, il faut l'essayer. Donc voilà, je réponds que partiellement, je n'ai pas des statistiques précises, je réponds que partiellement à Brigitte, mais je voulais dire quand les enjeux sociaux sont importants, il est rare qu'on ne trouve pas de solution. Dans les entreprises plus petites, ça dépend de beaucoup de facteurs. Il y a de la casse, mais si on a préparé son redressement, qu'on l'a un peu anticipé, et que l'activité révèle qu'elle peut être rentable, généralement, les dossiers sortent de terre. On va écouter, c'est très très intéressant. Je pense que comme moi, on a appris beaucoup de choses. Olivier, on te remercie beaucoup. Je sais que tu as bien préparé et que ça t'a pris du temps de préparer cette conférence. Alain Martinet et moi vous remercions tous de vous être connectés. On vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de soirée et à très bientôt. Michel. Oui, je t'en prie. Oui, juste. J'avais préparé, j'ai une petite présentation que j'ai préparée ce week-end. Si certains d'entre vous, certains des auditeurs sont intéressés par cette présentation, je ne vois aucune difficulté à la transférer. Voilà, pardon. Très bien. Et bonsoir à tous et à très bientôt. Voilà. Les gens quittent progressivement. Bon, bonsoir Michel. Bonsoir Alain, à très bientôt. Merci Alix, Dominique, pardon. Merci tu as veillé au grain, je le sais, et donc on te remercie. Rien de rien. À très bientôt et Dominique, profite bien du soleil du midi. Parce que tu as le pont de Dinan derrière toi, mais tu triches. Hein. À très bientôt à tous. À très bientôt et bravo encore aux conférenciers. À bientôt.